Donc, bienvenue à tous. Je suis Fanny Penet, présidente de l'Association des professionnels en conseil carbone. Et j'ai l'honneur de vous accueillir pour cette webconférence sur le retour d'expérience, un outil de mobilisation. J'ai avec moi nos intervenants, donc Anne Riaré et Étienne Daviet de AR. Alexandre Chevillon, chargé de mission énergie-climat au Parc naturel régional des Grands Causses. Emmanuel Jean-Jean, chargé de mission énergie-mobilité au Parc naturel régional du Vercors. Et Tiffaine Legrand, responsable pôle énergie-climat au PNR, Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Je leur donnerai tout à l'heure la parole. En attendant, voilà, je souhaitais simplement, c'est ça, faire une rapide introduction. Surtout pour vous rappeler que donc, le sommet virtuel du climat, c'est un événement reprenant donc, une cinquantaine de webconférences, donc 30 webconférences sélectionnées par un comité d'experts et 20 ateliers proposés par nos exposants, répondons tous à la mission de permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc, tout cet événement, ces 15 jours de webconférence sont dédiés à ce sujet. On arrive maintenant plutôt à la fin de ce sommet virtuel du climat. En tout cas, toutes les webconférences seront accessibles en replay. Et pour celles qui restent à suivre, n'hésitez pas à vous inscrire. Un mot également pour vous dire qu'effectivement, ce projet est coordonné par la PCC, donc, que je représente aujourd'hui, mais également par les coporteurs, donc l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, l'ABC, Association Bilan Carbone, et le CINOV, Fédération des professionnels du conseil et de l'ingénierie. Vous dire également que cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans nos sponsors et partenaires. Donc, vraiment un grand merci à eux pour leur soutien, leur engagement à nos côtés et le relais dans les différents réseaux. Nous avons souhaité cet événement 100% gratuit. Pour autant, vous avez la possibilité de participer, de nous faire un don sur le site du Sommet virtuel du climat, et je remettrai dans le chat le lien vers cette contribution possible. Enfin, pour des aspects logistiques, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir à l'oral, mais vous pouvez donc poser vos questions dans le module questions-réponses que vous voyez en bas de votre écran, donc Q et R avec les deux bulles qui permettent vraiment de poser une question aux intervenants. Ensuite, vous pouvez bien sûr interagir, discuter, faire des remarques ou commentaires dans le chat classique, donc dans la partie discussion. Et donc, dans la partie discussion, choisir aussi à qui vous adressez le message. Donc, bien utiliser ces deux modules. Et puis, pour vous dire, pour vous rappeler également, donc c'est ça, que le replay et les slides de ce webinaire seront disponibles courant décembre et téléchargeables donc, sur le site du sommet virtuel du climat. Donc, pour tous les inscrits, vous recevrez un mail dès la mise à disposition sur le site Internet. Si vous avez des questions en suspens, vous recevrez également à la fin de cette webconférence un email avec une enquête de satisfaction, mais également vous recevrez le mail des différents intervenants si vous souhaitez reprendre contact avec eux. Vous trouverez également sur différentes pages d'organisation la possibilité de prendre des rendez-vous en direct sur notre site. Bien, après cette introduction, je vais laisser donc la parole à Anne pour échanger sur cette webconférence, donc le retour d'expérience, un outil de mobilisation. Très bonne webconférence à tous et à tout à l'heure. Alors, bonjour. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, pour l'écran?
Oui, c'est bon, Anne. C'est bon, bah, merci. Bah, donc bonjour à tous nos participants. Donc je suis Anne Riaille du bureau d'études AR et donc on va discuter retour d'expérience et est-ce que ça peut nous permettre de mobiliser finalement les acteurs du territoire et d'aller plus loin, de revenir sur ce qui se fait. Et donc on vous propose ça en lien avec en fait 3 territoires avec qui on a travaillé, qui ont déjà été présentés, donc 3 parcs naturels régionaux qui sont des structures qui en fait, de par leur nature contractuelle, ont en fait l'habitude de l'évaluation puisqu'ils font régulièrement leur charte. Donc je vais vous présenter très rapidement, les intervenants ont déjà été présentés par Fanny, donc on va très rapidement vous présenter les territoires et puis ensuite on vous fera une présentation à 4 voix sur les planifications qui sont mises en œuvre sur les territoires. On essaiera de voir ce que ça peut être que l'évaluation. Est-ce que c'est que des données chiffrées? Est-ce que c'est plus? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on le fait réellement? On aura les retours d'expérience donc de nos 3 territoires, tels qu'on peut nous l'avoir fait ou le voir, et puis ensuite tels que les territoires, eux, le voient de leur point de vue et comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser. Et puis on pourra discuter de comment on peut améliorer ces questions de retour d'expérience, d'évaluation, pour s'améliorer dans les outils de planification et puis surtout dans les objectifs qu'on veut atteindre en termes de planification, que ça soit du TEPOS, du scénario bas carbone, enfin voilà, tout ce qu'on veut, du scénario négawatt, tout ce qu'on veut pouvoir mettre en place. On aura aux différents temps des temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à utiliser les questions-réponses et puis avec donc Étienne, qui participe avec moi et qui est chargé de mission chez nous à AR, on prendra le temps de lire vos questions et d'essayer de répondre et vous pouvez évidemment nous les adresser à nous 5. Donc on a donc nos 3, enfin Étienne est aussi intervenant, on a nos 3 intervenants, donc Tiffaine qui va démarrer, donc qui est responsable du pôle climat-énergie au parc de la Narbonnaise en Méditerranée. Ensuite, ça sera Alexandre qui lui est chargé de mission énergie-climat au parc des Grands Cosses, et puis Emmanuel qui est chargé de mission transition énergétique au parc du Vercors. On a des intitulés différents, mais je pense que ça recouvre quand même des choses qui sont assez similaires. Donc, je vais laisser Tiffaine présenter très rapidement le parc de la Narbonnaise en Méditerranée. Alors bonjour à tous. Le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, c'est un petit parc naturel régional, 21 communes sur le littoral audois, donc entre Béziers, Montpellier au nord, Perpignan au sud, 700 km², 35 000 habitants. C'est un territoire qui est labellisé parc naturel régional depuis 2003, qui est essentiellement en fait, du coup son label et sa reconnaissance en termes de patrimoine est très lié en fait à un territoire qui est composé de zones humides très proches de zones plutôt de garrigues méditerranéennes qui fait un peu la spécificité de ce territoire-là, et un territoire très marqué à la fois par au niveau économique de la viticulture et un tourisme notamment estival important, un territoire assez vulnérable aussi aux enjeux liés au changement climatique. Voilà, pour faire assez synthétique. Alors, merci Tiffaine. Je vais donner la parole maintenant à Alexandre pour le parc des Grands Cosses. Donc, bonjour à tous. Le parc des Grands Cosses, donc 70 000 habitants, 93 communes, donc extrêmement rural, des communes en enlevant Millau et Saint-Afrique, on est sur des communes de 300 habitants en moyenne. Pour vous situer, donc sud du département de l'Aveyron, le pays de Roquefort, le Larzac, les Gorges du Tarn, le viaduc de Millau, voilà quelques emblèmes du territoire. Et peut-être une spécificité quand même, bon, on est un territoire qui consomme beaucoup d'énergie et c'est ce qui a fait qu'on est venu sur ces questions de transition énergétique et climatique. Parce qu'il fait froid en Aveyron, donc on consomme beaucoup pour se chauffer, on consomme beaucoup pour se déplacer. Et d'un autre côté, par contre, on est un territoire qui produit déjà beaucoup d'énergie renouvelable avec beaucoup d'éoliennes, beaucoup de barrages hydroélectriques et tout ce contexte fait qu'on a beaucoup de mobilisation autour de la question des énergies renouvelables, pas toujours dans le bon sens. Et c'est ce qui a amené aussi le parc en 2008, mais j'y reviendrai tout à l'heure, 2008-2009,
à traiter de ces questions de transition énergétique. Voilà. Et parc anciennement créé en 95, donc on est parmi les vieux parcs de France. Merci Alexandre. Et donc maintenant, le parc du Vercors, c'est Emmanuel qui nous le présente. Oui, bonjour à tous. On parlait à l'instant de vieux parc, donc là, vous m'excuserez, mais c'est quand même un privilège dans le lot. Donc le parc du Vercors a été créé en 70, donc a fêté ses 50 ans l'année dernière. Donc c'est la période vraiment d'émergence des premiers parcs naturels régionaux en France. Donc nous, on est un territoire de moyenne montagne, hein, situé à cheval entre la Drôme et l'Isère, donc des altitudes allant de 200-300 mètres jusqu'à 2300 mètres à peu près. Donc les Préalpes, massif des Préalpes, massif calcaire. Donc 83 communes, 53 000 habitants. Une caractéristique assez forte du Vercors aussi, c'est qu'on a des zones assez importantes de nature préservée. On a la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors, notamment. Vous avez quelques illustrations ici. Et une histoire aussi en matière d'énergie, bien sûr, puisque comme beaucoup de territoires alpins, on a eu un développement important de l'hydroélectricité au cours du XXe siècle. Et puis des projets beaucoup plus récents, et notamment un développement du bois énergie assez important depuis les années 90. Donc une certaine ancienneté sur ces questions d'énergie dans le Vercors. Voilà, j'en dirai un petit peu plus par la suite. Merci Emmanuel. Alors vous voyez sur ces territoires, en fait, on a souvent des territoires qui sont plus ou moins grands, souvent ruraux, donc avec des fortes demandes souvent de transport en mobilité. Il y en a qui ont dit aussi que c'était des territoires qui étaient assez froids, ou alors qui ont des besoins touristiques qui sont importants. Donc on a des territoires qui ont été rapidement en fait confrontés aux questions qui sont liées aux questions énergétiques. Et c'est souvent aussi des territoires qui sont à cheval sur plusieurs départements, qui regroupent plusieurs EPCI. Donc on a des questions de gouvernance qui sont assez fortes et qui pourraient sembler à la fois des difficultés. C'est en plus des structures qui n'ont pas de fiscalité propre. Donc chaque fois qu'il y a un projet à faire, en fait, il faut aller chercher les budgets et c'est un petit peu ce que vous allez nous présenter. Donc, je redonne la parole à Tiffaine sur finalement votre historique de votre politique énergétique qui, en même temps que la société a évolué, est aussi devenue une politique climatique et puis une politique qui a aussi traité des questions d'air. Donc, on va remonter dans les années 2000, guerre avant, pour voilà, présenter tout ça. Donc, Tiffaine. Merci. Alors nous, effectivement, on est un parc tout jeune, mais qui travaille initialement sur les questions énergétiques du fait de son contexte en fait météorologique, on va dire. On a un territoire qui est très venté et le premier thème sur lequel on a été amené à travailler au début des années 2000, c'était la question de l'éolien, puisque on a accueilli les toutes premières éoliennes qui ont émergé en fait en France. Donc c'est vraiment ça qui a initié en fait le travail sur l'énergie au sein du PNR de la Narbonnaise au tout début des années 2000 avec une première élaboration de chartes éoliennes pour encadrer en fait le développement des parcs éoliens sur notre territoire, donc qui datait de 2003, donc qui finalement a émergé en même temps que la création du parc naturel régional. Et à ce moment-là, on a élargi notre action à la question de la maîtrise de l'énergie, notamment à destination des habitants, en créant un espace info-énergie. Du coup, à ce moment-là, donc entre 2000 et 2003, on était vraiment sur des actions opérationnelles assez thématiques, sans forcément avoir une planification énergétique. On a petit à petit travaillé avec divers acteurs, notamment les communes, pour pouvoir les accompagner dans des opérations d'identification de leurs sources de consommation d'énergie pour les inciter à mettre en place des actions économes. Et c'est ce qui nous a en fait mené un peu de fil en aiguille au début, aux alentours de 2008-2009, sur la nécessité d'avoir une approche plus complète de planification énergétique qui nous a finalement conduit à
à faire réaliser une première étude de planification énergétique. C'était un diagnostic énergétique de territoire qui nous a permis d'avoir une vision d'ensemble de ces enjeux de caractéristiques de consommation énergétique pour se projeter, notamment dans le cadre de notre nouvelle charte de parc naturel régional, sur un horizon 2025 avec une vision un peu chiffrée des potentiels de réduction des consommations d'énergie et de développement des énergies renouvelables. Jusqu'aux années 2010, du coup, on était le seul acteur finalement du territoire engagé sur la question de l'énergie. Donc, on était très, très moteur, un peu esselé. On n'avait pas de syndicat d'énergie, par exemple. Il s'est créé en 2010. On travaillait avec une agglomération, mais plutôt sur le volet habitat, qui s'est structuré en fait petit à petit sur le volet énergie. On a initié le premier plan climat volontaire de manière conjointe avec le Grand Narbonne, qui est en fait une communauté d'agglomération qui recouvre une grande partie de notre territoire. Et c'est la dynamique finalement des TEPCV qui a vraiment mis le pied à l'étrier de l'intercommunalité, qui l'a poussé à créer un service de transition énergétique en fait, qui n'existait pas auparavant, qui nous a permis de renforcer en fait l'ingénierie collective sur l'énergie et le climat en Narbonnaise, qui derrière nous amène en fait ensuite à partir de 2018 sur un PCAET réglementaire qui est commun aux deux entités, Parc naturel régional et Grand Narbonne, avec une mutualisation en fait choisie et une élaboration conjointe du plan climat, du SCOT du Grand Narbonne et d'un autre côté aussi d'une charte qualité pour encadrer le développement de l'éolien et du solaire. Voilà, pour montrer un petit peu l'évolution progressive à la fois du champ sur lequel on a travaillé, mais aussi des partenariats et de la mutualisation qui a été mise en place. Et dernièrement, là, sur début 2021, on a transféré en fait, l'espace info-énergie qu'on portait depuis 2003 aux EPCI, donc notamment l'agglomération, dans le cadre des guichets uniques, qui était un peu quelque part le sens de l'histoire pour nous, que ce service-là puisse être porté par un autre acteur à partir du moment où il était présent sur le territoire et prêt à le faire. Et on engage actuellement notre révision de charte de parc naturel régional pour reconduire notre label à l'horizon 2040. Donc, on se repose les questions d'évaluation voilà, sur ce qui s'est passé sur les 10 ans qui viennent de s'écouler. Voilà. Merci Tiffaine. C'est bon? Ouais. Ouais, c'était ça. Hein. Eh ben, on voit en tout cas bien comment des projets ou des programmes extérieurs peuvent pousser à ça. Et puis, on voit aussi comment c'est finalement organiser le travail avec d'autres territoires, d'autres partenaires locaux. Alors, sur le parc des Grands Cosses, tout à l'heure, tu as dit, Alexandre, qu'il y avait beaucoup de production d'énergie. Donc, tu nous as fait démarrer l'historique à 2009 avec tout de suite un engagement d'équilibre énergétique pour 2030. C'est ambitieux. Ouais, c'était ambitieux et puis à vrai dire, comme je l'ai dit, c'est l'éolien qui nous a amenés sur la question de l'énergie, mais à l'époque déjà les élus n'ont pas souhaité répondre uniquement à la question d'une éolienne, c'est beau ou c'est pas beau, et est-ce qu'il en faut sur les territoires de parc. On a pris le problème de manière plus globale sur les énergies renouvelables dans un contexte de changement climatique et de transition énergétique. Et c'est ce qui a amené à faire un premier diagnostic énergie gaz à effet de serre à travers un PCET volontaire, hein, donc à l'époque, et un engagement validé par les élus, mais sans vraiment y croire, à atteindre l'équilibre énergétique en 2030. C'était pour eux, c'était loin. Ils se sont dit oui, on n'a qu'à le noter, ça fera plaisir à tout le monde, etc. Mais il n'y avait pas de réelle motivation. Et puis petit à petit, c'est par les actions que l'ambition est venue. En 2017, on rejoint le réseau des TEPOS. Donc, je passe plein d'événements. Hein. L'aventure TEPCV, Tiffaine en a parlé. Nous, ça a été aussi moteur dans l'appropriation de ces questions-là. Il y a eu toutes les actions menées pendant 10 ans. Donc, on rejoint le réseau TEPOS en 2017. Et 2017, un événement assez majeur, c'est qu'on prend la compétence SCOT. On a cette compétence qui nous est transférée des communautés de communes. On prend cette compétence et de là, on traduit tous les objectifs du PCET dans le SCOT.
C'est par ce SCOT qu'on devient ensuite PCAET, là encore dans le cadre du transfert de compétences des intercos. Naturellement, les communautés de communes nous transfèrent cette compétence, on devient le PCAET et on prend une place sur le territoire en matière d'ingénierie sur l'énergie qui est importante, qui est aujourd'hui reconnue et c'est à travers ce PCAET surtout qu'on va mettre en place la première évaluation des actions. Enfin, on met à jour vraiment toute l'évaluation du territoire, tout le diagnostic énergie gaz à effet de serre, on y reviendra par la suite. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir définir la nouvelle politique énergétique dans le cadre du PCAET. Et 2020-2021, on décline tout ça dans le nouveau projet de charte de parc, on révise le SCOT, on engage un CRTE et contractualisation cote avec l'ADEME, avec notamment la démarche Citergie. Donc ça, c'est les points un peu contractuels, comment on a évolué. Et surtout, en matière d'ingénierie, ça nous a permis d'une mission portée par un seul chargé de mission en 2009 à aujourd'hui être 7 équivalents temps plein au sein du parc sur la mission énergie-climat. Donc, ça nous permet d'avoir le renseignement en particulier à travers le guichet unique, les missions auprès des collectivités, des missions sur le photovoltaïque, sur la mobilité, etc. Voilà un petit peu pour l'historique de la démarche. Merci. Et puis, donc, pour le parc du Vercors, en fait, dès les années 2000, finalement, on est parti avec une vision, déjà un territoire 100% ENR. Comment est-ce que ça s'est décliné? Oui, effectivement, à compter de 2003, il y a eu ce travail de planification qui était assez innovant à l'époque, hein. On était avant l'époque des PCAET, enfin des PCET même, me semble-t-il. Donc, il y avait cette ambition déjà de réfléchir à l'équilibre consommation-production. Au moment aussi où l'histoire a commencé plus tôt, en fait. L'histoire a commencé dans les années 90 finalement, où il y a eu un gros travail, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, sur le bois énergie. Le Vercors est boisé à 75% de sa surface, donc le bois énergie s'imposait dans les années 90 avec des premiers chantiers de déchiquetage, des premières chaufferies, des visites en Allemagne et en Autriche. Et aujourd'hui, voilà, le bois énergie est quand même assez bien développé. Ça a fait aussi que dans les années 2000-2004, on était au niveau même rhône-alpin. On avait fait un bilan avec l'appui du bureau d'études AR et on avait montré qu'en termes d'installation bois énergie et solaire thermique, pour cette époque, c'était déjà assez novateur et en puissance installée, c'était assez intéressant. Et puis, à cette période, il y avait une très forte collaboration aussi avec le réseau des associations, hein, en Rhône-Alpes à l'époque, en Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, on a un très bon tissu associatif et on s'est toujours beaucoup appuyé sur des associations locales que peut-être certains d'entre vous connaissent, comme la GEDEN, la DIL, qui aujourd'hui sont plutôt porteurs des missions d'accompagnement des particuliers, mais toujours des collectivités. Donc, il y a toujours eu ce partenariat assez fort. Ensuite, dans la charte qu'on engageait en 2008, il y avait donc déjà cet objectif d'autosuffisance énergétique et un objectif qui était inscrit à 55%, donc on verra qu'il a été atteint. Et puis, des opérations à l'échelle territoriale comme des audits énergétiques dans toutes les communes et puis des actions sur l'éclairage public aussi dès les années 2010-2012. Ensuite, on a eu une grande période là pendant 10 ans sur les années 2000, on va dire de 2010 à maintenant, où on a beaucoup travaillé sur les partenariats avec des citoyens, des habitants, sur la création de sociétés locales. Depuis, ce modèle, il a pas mal émergé, il a pas mal diffusé, mais il a émergé dans les parcs naturels régionaux en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le parc du Vercors y a pas mal contribué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 7 sociétés locales de centrales villageoises qui, pour nous, sont aujourd'hui font partie des acteurs, en tout cas énergétiques, sur le territoire et développent des projets de production, essentiellement en toiture pour le moment, mais s'intéressent à d'autres types d'énergie.
Et puis une période plus récente où, comme les collègues, avec les dynamiques TEPO, STEP-CV, ont émergé de nouvelles dynamiques, et notamment le partenariat avec la métropole, avec Grenoble-Alpes Métropole. Alors, on n'en est pas au stade de la Narbonnaise où on a déjà une réflexion à l'échelle d'un grand territoire. Mais voilà, on commence, on va dire, à collaborer sur ces sujets dans des approches beaucoup plus globales aussi, avec des questions d'alimentation, d'échange de biens et de services, de réciprocité. Mais en tout cas, TEPOS nous a permis voilà, de commencer à travailler avec la métropole sur les questions de Boénergie et de mobilité notamment. Et puis, on a refait un travail de bilan justement dans le cadre de cette candidature TEPOS. Et puis, on s'est donné une nouvelle ambition qu'on a inscrit, et j'en parlerai un peu après, dans la nouvelle charte, une ambition d'autosuffisance énergétique à l'horizon 2038, qui s'appuie donc sur un travail de bilan énergétique et de potentiel d'énergie renouvelable. Et puis un contexte assez récent aussi, c'est que nous, on a une montée en compétence des communautés de communes qui étaient assez peu actives jusqu'à présent sur le sujet. Donc ça appelle un positionnement un petit peu nouveau du parc qui avait beaucoup l'habitude de faire dans le passé, de porter des projets, et maintenant un positionnement qui est plus sur de l'accompagnement. Mais j'y reviendrai un peu après. Merci. Donc, on va continuer avec un petit passage sur ce que c'est que évaluer, ce qu'on peut trouver quand on essaye d'évaluer, qu'est-ce qu'on entend par évaluer. Alors, bien sûr, ce qu'on pense immédiatement, c'est des indicateurs pour suivre et piloter le plan d'action, mais je pense que vous voyez déjà de l'historique qu'on a donné, que c'est aussi beaucoup de relationnel, beaucoup d'organisation. Donc, sans doute que l'évaluation à partir des indicateurs, on en reparlera tout à l'heure, c'est indispensable, et ça a d'autant plus de poids quand c'est monté ensemble. On a appelé ça une évaluation participative, parce que ça permet de mieux s'approprier le projet. Et donc, on planifie les actions, il y a de l'action, on évalue ensemble, et ça permet d'adapter l'action. C'est cette espèce de roue qui nous permet d'aller, là on a marqué progrès, mais on aurait pu marquer objectif, TEPOS, etc. Alors, les constats qu'on peut faire, c'est que souvent dans les planifications énergétiques, ça fait plus de 20 ans qu'on en fait, voire encore un petit peu plus. On a démarré avec tout ce qui était le plan climat énergie territoriale, PCET ou planification. Aujourd'hui, on est au contrat de relance, CRTE. Souvent, on fait une photo à l'instant T, on décrit le territoire, ce qu'il consomme, ce qu'il produit, ses émissions de gaz à effet de serre, sa qualité de l'air. Et puis, on fait un film avec la vision où on veut aller. Et on a vu, ça a été dit par nos 3 intervenants, combien il y a de multiples démarches qui vont venir se superposer, et on a souvent du mal à passer de comment finalement j'ai décidé quelque chose, ça a été voté par mes élus, et comment est-ce qu'on mesure ce que j'ai agi. Alors nous, on a fait un premier retour d'expérience maison, qui est donc interne à AER, avec des choses qu'on a vues nous ou qu'on a vues ailleurs, que Étienne va vous présenter. Puis ensuite, comme les parcs ont, de par le renouvellement régulier de leur charte, cette habitude d'évaluation, on va voir comment eux, ils ont travaillé sur l'évaluation, sur ces questions énergétiques. Donc, je vais donner la parole à Étienne qui va vous présenter rapidement les quelques diapos qu'on a sur le retour d'expérience qu'on est allé chercher. Après, si vous avez des questions, on pourra en parler soit là, soit après. Voilà, Étienne. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, comme disait Anne, on a commencé au sein d'AER en interne à travailler sur ces questions de retour d'expérience et d'analyse d'indicateurs pour venir alimenter notamment les plans d'action qu'on propose aux collectivités et permettre aux collectivités d'être mieux outillées là-dessus. Et donc, on a commencé à rechercher une série d'actions exemplaires documentées, donc à la fois dans les projets qu'on a pu accompagner, les différentes collectivités que l'on connaît, mais aussi de manière plus générale avec les ressources disponibles, comme des fiches de retour d'expérience qui peuvent être réalisées par l'ADEME ou par d'autres structures. Et donc, on a compilé, on est toujours en train de compiler ces actions dans un tableau qui permet de lister pour chaque action dans quel secteur elle se situe, le thème de l'action, le type de l'action, sur quel territoire
et quel type de territoire elle est réalisée, l'année, la durée, évidemment une description. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la partie justement sur les indicateurs, à la fois les indicateurs de moyens, donc quels ont été les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre de l'action, et également des indicateurs de résultats, donc à la fois des résultats, on va dire, directs, assez concrets, mais aussi essayer d'évaluer l'impact en termes d'énergie et en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour pouvoir voilà, analyser et comparer ces actions, nous essayons autant que possible d'arriver à des indicateurs unitaires, donc de ramener voilà, par habitant, par mètre carré, par hectare, etc., pour pouvoir faire des analyses plus globales. Vas-y Anne, tu peux passer. Et donc, du coup, voilà, juste pour vous montrer quelques exemples. Alors l'idée, c'est pas de rentrer dans les actions, mais pour vous montrer un peu comment on a structuré notre travail. Donc là, sur quelques actions sur le secteur agricole, donc vous voyez, il y a bien voilà, les différents thèmes, les différents types d'actions, comme je l'ai précisé juste avant. Donc on est vraiment sur des actions assez variées. On peut voir voilà, sur ces quelques exemples qu'on a des actions à l'échelle d'une exploitation agricole, mais aussi des actions à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un autre parc naturel régional, sur des types de territoires différents, des actions qui peuvent être ponctuelles, des actions qui peuvent être continues. Et donc, voilà, on essaye vraiment d'avoir un échantillon très large de retour d'expérience pour pouvoir également avoir un champ large en termes d'analyse ensuite. Vas-y Yann. Voilà. Et donc ensuite, il y a l'intitulé de l'action qui est aussi court et concis que possible, mais voilà, on joint une description à côté pour avoir plus de détails, et également voilà, on garde toujours voilà, le document source ou le lien source pour avoir les informations exhaustives ensuite. Et donc par la suite, on arrive du coup à la partie qui nous intéresse le plus, donc sur les indicateurs. Je te laisse passer la diapositive. Voilà, et donc on essaie de rassembler autant que possible. Ça dépend vraiment des informations qu'on a dans les ressources qu'on arrive à mobiliser. Mais voilà, les indicateurs en termes de moyens humains, en termes d'investissement et en termes de coûts de fonctionnement pour les différentes actions. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, on n'arrive pas à rassembler tous ces indicateurs pour toutes les actions. Mais voilà, l'idée, c'est d'être aussi exhaustif que possible par rapport à ça. Et donc, comme je vous le disais, on ramène à des indicateurs unitaires dès que c'est possible. Donc, par exemple, voilà, pour la première action, on regarde l'investissement pour chaque exploitation accompagnée. Également, les indicateurs de la même démarche, les indicateurs de résultats. Donc, comme je vous le disais, on a les résultats directs qui sont vraiment propres à l'action. Donc, par exemple, là, si on prend la dernière action sur la mise en place de serres maraîchères, eh ben, on met en valeur les tonnes de légumes produites par hectare de serre, mais on va essayer aussi de chiffrer à chaque fois autant que possible en fonction des informations qu'on a. Voilà, l'impact énergétique, donc ça peut être en termes de production d'énergie, mais aussi éventuellement en termes d'énergie économisée en fonction de l'action, et également en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est pas possible pour toutes les actions. Donc là, par exemple, on avait voilà, une action qui consistait à faire des études sur des prairies multi-espèces résistantes à la sécheresse. Donc là, on n'est pas sur une action à un impact énergétique. Donc voilà, on a un autre indicateur qui est proposé. Mais voilà, autant que possible, on essaye de valoriser ça sous forme d'indicateur énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on a compilé environ 250 actions dans ce tableau, donc sur voilà, différents secteurs, différents territoires, comme je le disais. L'objectif à terme, c'est donc là, on est voilà, au début, mais c'est de pouvoir permettre la recherche facile de retour d'expérience pertinent par rapport à un territoire, selon l'action qu'on souhaite mener. Donc, par exemple, si je suis voilà, une communauté de communes rurale et je veux agir sur l'adaptation au changement climatique du secteur agricole sur mon territoire,
eh bien, l'idée, c'est de permettre une recherche rapide dans cet outil et de ressortir une sélection de retours d'expérience qui correspondent du coup voilà, à des territoires ruraux et à des actions d'adaptation du secteur agricole, pour pouvoir du coup s'inspirer et regarder ce qui se fait ailleurs sur le territoire. Et également, une deuxième étape qu'on aimerait développer, c'est de pouvoir, sur la base de ces retours d'expérience, faire une estimation grossière à la fois du coup, des moyens nécessaires pour mettre en œuvre l'action, mais aussi des résultats qu'on peut attendre de l'action. Et donc, soit en fonction des moyens qu'on a à y mettre, soit en fonction de l'ambition qu'on souhaite qu'on se fixe. Donc, pour reprendre le même exemple, si la communauté de communes a, par exemple, un budget de 20 000 € à mettre sur cette action, l'idée, ce serait sur la base de ces retours d'expérience, de pouvoir calculer une estimation voilà, de l'impact que l'action pourrait avoir. Et inversement, bah, si la communauté de communes veut par exemple toucher via cette action, sensibiliser la moitié des agriculteurs de son territoire, et bien essayer d'estimer à partir des retours d'expérience quels moyens seraient nécessaires pour atteindre cet objectif. Alors on a, voilà, pour développer cela, on a plusieurs points de vigilance à lever. Le premier concerne voilà, l'hétérogénéité des indicateurs disponibles, puisque voilà, vous l'avez vu aussi rapidement sur les différentes actions. Voilà, en fonction des informations disponibles et des actions, on a des indicateurs qui ne sont pas forcément comparables entre eux, avec des unités différentes, etc. Et donc il y a un travail aussi d'harmonisation, voire de recherche complémentaire à faire pour pouvoir comparer différents indicateurs. Et également la question de la méthode de calcul des indicateurs qu'on a à disposition. Est-ce que voilà, le chiffre qui est avancé sur les émissions mobilité, comment est-ce qu'il a été calculé derrière, et donc est-ce qu'on peut le comparer aux autres actions? C'est pour l'instant voilà, deux obstacles, on va dire, qui sont sur lesquels on travaille pour ensuite pouvoir développer les fonctionnalités que j'ai évoquées. Merci, Étienne. Alors, on a une première question de Madame Chloé Stab qui nous demande quel indicateur on utilise pour évaluer l'impact d'actions d'adaptation, et est-ce qu'on peut donner des exemples? Alors moi, celui qui me vient spontanément, parce que on le fait souvent quand on est en milieu urbain, c'est tout ce qui est lié aux îlots de chaleur et à la surchauffe qu'on peut avoir avec les différences de température entre les zones urbaines et puis les zones de campagne à côté. C'est d'avoir par exemple de l'espace vert qui permet de diminuer cet effet d'îlot de chaleur et de baisser les températures à l'intérieur de la zone urbaine. Je ne sais pas si tu as un autre exemple Oui, spontanément. après, bah, les actions d'adaptation, elles sont très variées aussi. Donc, voilà, là, on parle d'îlots de chaleur, mais on peut aussi parler de gestion de l'eau. Donc, ça peut être aussi un indicateur par exemple, sur la variation des débits d'une rivière. Voilà, si on met en place un plan de gestion avec des aménagements de la rivière, par exemple, ben derrière, essayer de voir l'impact en termes de débit d'étiage ou ce genre de choses. Après, toujours dans les questions liées à l'adaptation, c'est toute l'adaptation des bâtiments. C'est la manière dont on peut adapter les bâtiments au changement climatique pour justement éviter de devoir les climatiser. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites à la conception, puis il y a d'autres choses qui vont juste pouvoir venir corriger dans la phase d'utilisation du bâtiment. Voilà pour cette question. Du coup, on va continuer avec des retours d'expérience qui vont venir directement des différents territoires. Donc, sur le retour d'expérience du parc des Grands Cosses, donc il y avait eu un premier diagnostic qui avait été fait en 2010 avec une liste d'actions qui avait été proposée. Et en fait, les actions, au fur et à mesure qu'elles ont été réalisées, elles ont été documentées. Donc, on avait de la sensibilisation du grand public, de l'accompagnement des collectivités, on avait travaillé sur les questions de mobilité, il y avait des installations d'énergie renouvelable. Et donc, quand le diagnostic a été mis à jour en 2018, il y a eu un travail qui a été fait à partir du suivi des actions pour voir finalement comment ça avait évolué, quel avait été leur impact et qu'est-ce qu'on pouvait chiffrer en termes de mégawattheures ou gigawattheures et puis en termes de tonnes de CO2. Alors, c'est un
territoire où on a une faible évolution de la population, on a une faible croissance. Sur 2007-2017, on n'a eu que 0,7% de croissance de la population. Par contre, il y avait 8% de logements en plus. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et il y avait un gros travail qui avait été fait par le chargé de mission, par Alexandre, et ça ressemble, ça permettait d'avoir des cartes de ce type-là où on avait un recensement de tout ce qui avait été fait sur les animations grand public. C'était des nuits de la thermographie, par exemple, on y reviendra, faites avec le centre d'initiation, le CPIE. C'était des actions en direction des collectivités, sur leurs propres bâtiments, des audits, des actions sur la mobilité avec le réseau Pouce, etc. Et alors, si on est d'un point de vue, on va dire strictement ingénieur, ça donne ça. Au global, sur cette période-là, on a économisé 17% de l'énergie. Il y a des secteurs qui ont des gros changements. Donc, sur la période 2007-2017, c'est l'industrie et l'agriculture. Mais on sait qu'ils sont sensibles à la présence d'entreprises ou pas. On voit que ça a moins bougé sur le résidentiel, mais en même temps, on a eu 8% de logements en plus, on a gagné 3,5% en consommation. Et puis, la production d'énergie renouvelable, on l'a dit, c'est un territoire qui a beaucoup d'hydro et beaucoup d'éolien. Et il y a eu vraiment un développement qui s'est fait. On a eu plus de 288 gigawattheures qui ont été produits sur le territoire sur cette période de 10 ans. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à chiffrer ces chiffres? Enfin, oui, à chiffrer ces évolutions. En fait, on avait le nombre de dossiers qui étaient connus et on a au mieux estimé les kilowattheures, mégawattheures qui étaient économisés en fonction des actions qui étaient faites. Donc, on est allé chercher, ça rejoint un peu le travail qu'a présenté Étienne, à la fois les données quand on les avait, mais on a rarement les données suffisamment précises, alors qu'elles existent en fait, ces données sur les territoires, parce qu'on a les problèmes de secret statistique, par exemple, on a les problèmes de disponibilité des données, de la date à laquelle les données sont fournies par rapport aux actions qu'on veut évaluer. Donc, on a utilisé différents ratios. Pour les aides ANA, pour le résidentiel, ça a été les ratios des nuits de la thermographie. Sur la rénovation tertiaire, on a eu des choses qui ont été mesurées, d'autres qui ont été estimées. Et puis, par exemple, il y avait le défi des familles à énergie positive. Là, on avait un comptage et on arrivait à peu près à 2,7 mégawattheures par famille. Donc, on voyait à peu près combien ça faisait sur l'électricité spécifique, à la fois territoriale, et puis combien ça faisait par famille. Donc, on a fait ça pour l'ensemble des actions, aussi pour la mobilité. Donc, tout ce qui était lié à l'éco-conduite et au télétravail, on a essayé d'estimer les déplacements en moins qui étaient réalisés. Sur les vélos assistance électrique, c'était le début du développement. Maintenant, c'est quand même devenu bien plus courant, si on peut dire. On a estimé un nombre de kilomètres substitués par jour. Il y avait eu pas mal d'actions, comme c'est un territoire rural, sur l'éco-conduite des tracteurs. Donc là, c'est pareil, il y avait des animations qui avaient été faites, un nombre de tracteurs qui étaient passés. On avait des estimations qui venaient aussi de la Bretagne. Après, il y a des choses qui ont été plus difficiles à évaluer, comme les aires de covoiturage, par exemple, ou les arrêts d'autostop qui ont été mis en place. Donc, il y a eu ce premier travail qui a été fait, et puis il a été repris, en fait, par le parc. Et donc, je vais laisser Alexandre préciser comment ils ont travaillé et comment ils ont affiné tout ça, en fait, par territoire, finalement, par Comcom, etc. Juste pour compléter ce que tu as dit, donc il y a eu effectivement l'évaluation des actions qu'on a pu mener pendant ces années. Il y a des choses qui sont chiffrables, d'autres qui sont moins chiffrables. Et puis après, il y a eu aussi l'évaluation des indicateurs du territoire, les données de consommation électrique, les données de conso de gaz. Il y a des données quand même réelles qu'on arrive non pas à évaluer, mais à vraiment chiffrer. Les données de comptage routier, il y a quand même une série d'indicateurs qu'on a pu regarder en plus de l'évaluation des actions. Et puis après, effectivement, on a fait des évaluations un peu plus précises et j'y reviendrai sur l'intérêt d'avoir fait ça. Mais typiquement, quand on s'amuse à regarder les chiffres des rénovations énergétiques, des dossiers déposés par exemple à l'ANA, c'est des données qu'on a chaque année. Après, c'est en les analysant, typiquement comme sur le graphique à droite, par ratio, qu'on peut voir des dynamiques qui peuvent être différentes suivant les territoires. Typiquement, on est à 10 rénovations pour 1000 habitants en Aveyron, quand sur le territoire du parc, on est à 13. On est sur le territoire du parc, après, très différent suivant les communautés de communes. On a des territoires qui sont en dessous de 10, d'autres qui vont même dépasser les 25-30 rénovations pour 1000 habitants. Et ça permet après d'avoir des éléments pour
peut-être renforcer une action dans certains territoires pour justifier aussi le fait, si on regarde de manière brute, on peut se dire on a 30% de rénovation en plus que sur le reste du département de l'Aveyron, qui a quand même les mêmes caractéristiques. Donc, ça montre que peut-être l'action du parc, du PCET, des partenaires et compagnie a un effet positif. Et puis après, sur les communautés de communes, on se rend compte que les politiques locales en matière d'habitat, que ce soit à Millau ou à Causse-à-l'Aubrac, où il y a des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, des OPA locales, on s'aperçoit que les chiffres sont quand même plus élevés. De regarder aussi des évolutions par filière, de regarder l'évolution, par exemple, sur la filière photovoltaïque, du nombre d'installations. Alors là, je ne l'ai pas mis, mais par exemple, on a le nombre d'installations publiques réalisées sur des bâtiments publics en solaire. Et là, on a vu qu'en 10 ans, on avait eu 4 installations qui s'étaient faites sur des bâtiments publics. Donc ça donne après des éléments d'alerte pour peut-être demain réévaluer une stratégie, redéfinir une stratégie, mais en tous les cas, pour surtout définir de l'action. Ça, j'y reviendrai par la suite. Et si tu peux juste passer… Ouais, voilà, pas plus, ça on l'a dit, 17% de baisse de conso d'énergie, 37% d'augmentation d'énergie renouvelable en l'espace de 10 ans. Et les courbes qui avaient été dressées à l'époque en 2009 en disant on va atteindre l'équilibre, il faudrait atteindre l'équilibre énergétique en 2030, 10 ans après, on s'est rendu compte qu'on était sur ces courbes en fait. Un taux d'équilibre énergétique qui passe de 36 à 60% en 10 ans. Alors, ce n'est pas lié uniquement à la politique du parc, qu'on soit clair. Il y a plein de données qui ont fait évoluer, il y a plein de facteurs qui ont fait évoluer ces consommations d'énergie. Comme l'a dit Anne, on est sur un territoire avec une faible croissance démographique, donc on part, c'est plus facile de réduire que sur un territoire qui est en pleine expansion. Mais en tous les cas, ça a permis aux élus de voir que 10 ans après, ah ouais, en fait, c'était peut-être pas si déconnant ce qu'on avait écrit comme stratégie. Et c'est ce qui a permis, nous, de partir. C'est ce qui nous a servi de base vraiment pour construire la nouvelle politique énergétique du nouveau PCAET 10 ans après, en 2018. Donc, ça permet d'ouvrir sur finalement les questions d'après. Je vais continuer avec Alexandre. C'est finalement, quand on évalue, est-ce qu'on peut faire un retour d'expérience, un retour d'évaluation de l'évaluation? Est-ce que ça permet vraiment d'aller plus loin? Là, on voit qu'on est sur un territoire, et c'est pareil pour les deux autres, où finalement, on se rend compte que les politiques climat, air, énergie, elles ont des effets positifs. Et donc, cette évaluation, finalement, comment est-ce que ça vient encore plus dynamiser le territoire? Toujours la parole à Alexandre. Ouais. En fait, la première chose, c'est que, comme je l'ai dit, 10 ans après, les élus se sont aperçus qu'il y avait des résultats quand même. Et du coup, nous, on a beaucoup communiqué sur ces résultats auprès des élus, auprès du grand public et de l'extérieur. Donc, on a valorisé ces progrès faits sur le territoire en étant clair sur le fait que ce n'était pas uniquement lié à la politique du parc, loin de là. Mais en tous les cas, ça permet de, comment dire, quand on a un discours positif en disant on avance, pour moi, ça donne encore plus l'envie d'avancer, quoi. Si à chaque fois on dit ouais, on n'est pas bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon, c'est le meilleur moyen de mettre encore plus les gens de côté. Donc, c'est comme ça qu'on a pu emporter les élus dans la nouvelle définition d'une stratégie. Et puis après, c'est à partir de là, les nouveaux objectifs, les actions à mettre en place, qu'on a pu les construire en regardant des indicateurs très fins d'évaluation. Alors, beaucoup d'indicateurs chiffrés, mais ça, je pense que c'est lié à peut-être à la personnalité du chargé de mission qui a une formation scientifique. Mais en tous les cas, c'est par tous ces micro-indicateurs qu'on a pu justifier la mise en place de nouvelles actions. Donc, si tu peux passer déjà sur la politique générale, face à ça, les élus ont souhaité accélérer les courbes en fait, et de ne plus viser forcément l'autonomie, l'équilibre énergétique en 2030, mais l'avancer dès 2023. Et surtout, les élus ont validé un point qui est pour moi extrêmement important à mes yeux, c'est cette notion de devenir territoire, non plus faire notre part,
mais de dire il faut aller au-delà et contribuer aux efforts nationaux et régionaux. On a de la chance dans les territoires ruraux, on a globalement personne et on a toutes les ressources d'énergie renouvelable, donc c'est très très facile d'arriver à l'équilibre énergétique. Là, le fait que les élus disent on va devenir contributeur solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va produire pour les autres. C'est quand même assez fort pour ceux qui, enfin Anne pourrait en témoigner, mais Oh oui. les premières réunions qu'on a fait auprès des élus du grand public, ça partait de mais on ne voit pas pourquoi on irait faire de l'énergie pour les autres, quoi. Je me souviens de Anne qui disait mais vous faites bien du Roquefort pour les autres. Et ben, ouais, ben, on pourrait voir aussi la politique énergétique comme un bien qu'on peut aussi partager avec nos voisins, avec les territoires voisins, les villes voisines. De la même manière qu'on partage notre eau potable, on est le réservoir d'eau de plein de territoires à côté. Voilà. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi en matière d'énergie renouvelable et développer à tout va, mais en tous les cas, cette notion de dire on va aller au-delà, politiquement, les élus, ça a été assez dur de les amener jusque-là, mais aujourd'hui, ils l'assument complètement. Ça, pour moi, c'est la plus grosse révolution du territoire. C'est vrai que je me souviens de réunions où c'était, voilà, quand j'avais sorti l'exemple du Roquefort, c'est que je ne savais plus quoi faire, quoi, pour leur expliquer qu'ils avaient une C'était le dernier ressource. argument. Hein. Oui, ils avaient une ressource. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas, surtout qu'il y avait des producteurs d'électricité, on ne va pas les nommer, qui disaient non, ce n'est pas un bien comme un autre. Et en fait, il faut que les territoires se rendent compte que l'énergie, c'est aussi une ressource qu'ils peuvent valoriser. Voilà. Est-ce que je continue sur celle d'après? Donc ça, c'est pour la politique globale. Et puis, dans le détail, c'est en regardant certains indicateurs, typiquement sur la consommation d'électricité de l'éclairage public. Donc là, c'est vraiment des données réelles issues des compteurs. On s'aperçoit qu'en 10 ans, quand on a fait l'analyse, on a une consommation d'électricité sur l'éclairage public qui a stagné jusqu'en 2016-2017, alors que ça faisait 10 ans que les communes, le syndicat départemental disait qu'on rénove au fur et à mesure, on met des LED, etc. Donc effectivement, on a rénové, mais on a augmenté de 30% le nombre de points lumineux en 10 ans quand même. Donc quand on a vu ça dans l'évaluation, là, ça a justifié le fait que nous, on rentre sur cette question de l'éclairage public. Donc, on a fait une opération un peu massive autour de l'extinction. On avait 3 communes qui pratiquaient l'extinction en 2016. Aujourd'hui, on en a 50, même 60. Donc, ça nous a permis de justifier, d'apporter des arguments pour justifier une action là-dessus. En disant, on n'arrive pas à décrocher la consommation. On a pris des objectifs à la baisse sur le tertiaire, donc sur l'éclairage public. Or, là, ce qui est fait actuellement, ça ne suffit pas. Donc, ça permet d'enclencher une autre action. Sur la rénovation des logements, de la même manière, on est sur un rythme de 250 à 300 rénovations par an, qui sont loin d'être BBC, alors que l'objectif du PCAET, c'est d'atteindre les 500 rénovations par an de manière ambitieuse avec des rénovations BBC. Donc, c'est ce qui a permis de justifier la mise en place d'un guichet de la rénovation énergétique et derrière d'avoir du financement de la région pour 2 postes à plein temps et d'embarquer aussi les communautés de communes en disant mais on a pris cet objectif collectif dans le cadre du PCAET de faire de la rénovation à 500. Aujourd'hui, on a un système qui nous amène à 250. On ne va pas y être là. Donc, ça justifie d'aller chercher des moyens supplémentaires. Et dernier exemple sur le photovoltaïque, 1000 installations en 2017 photovoltaïques sur le territoire, dont 3 publics, 3 sur des bâtiments publics faits entre 2005 et 2018. Du coup, à partir de là, on a lancé une opération massive d'équipement des bâtiments publics à travers des groupements en commande, des opérations mutualisées à l'échelle des communes. Aujourd'hui, on a 85 toitures qui sont en cours d'installation, qui sont quasi terminées. On en a 120 à venir sur 2022-2023. Donc voilà, c'est aussi par ces éléments d'évaluation, en regardant des éléments bien précis, que ça va nous conduire ça va légitimer, justifier la mise en place d'actions par la suite. Merci Alexandre pour ces compléments et on va passer à la Narbonnaise. On a vu que c'était un territoire qui était très différent, beaucoup plus petit, beaucoup plus urbain. Et finalement, comment est-ce que vous utilisez tous les éléments d'évaluation et comment du coup vous avez réussi à embarquer le Grand Narbonne qui n'était pas particulièrement intéressé au départ? Tiffaine.
Alors, merci. Du coup, peut-être un point sur l'articulation des territoires, parce que c'est ce qui fait peut-être un peu la spécificité et les difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui pour pouvoir faire de l'évaluation en fait, de nos politiques climat-énergie. Donc, sur la petite cartographie qui s'affiche à l'écran, le périmètre en vert, c'est le périmètre du parc naturel régional. Et ce qui est foncé en violet, c'est le périmètre du Grand Narbonne avec lequel on a un travail un peu privilégié de mutualisation en fait, de nos politiques climat-énergie. Et on a une politique climat-énergie qui, du coup, porte sur les 43 communes qui sont composées par le périmètre et du parc et du Grand Narbonne, alors que le parc en tant que tel, c'est 21 communes, dont 6 ne font pas partie d'ailleurs de l'agglomération du Grand Narbonne. Je le précise parce que finalement, c'est ce qui, en fait, nous pose un certain nombre de difficultés dans l'exercice d'évaluation en fait, de l'action climat-énergie. Quand on a travaillé sur notre diagnostic énergétique avec vous, AR, en 2008-2009, on était strictement sur le périmètre du parc. Donc, on a de la donnée initiale qui nourrit notre charte de parc qu'on évalue aujourd'hui, qui porte sur ce périmètre-là. Et puis, la dynamique d'acteurs a fait que d'un plan climat volontaire, où on a travaillé conjointement avec le Grand Narbonne, qui au départ n'était pas effectivement très convaincu enfin voilà, c'était un peu le truc du parc, quoi, le plan climat. Mais au final, ça leur a permis de mettre le pied à l'étrier, de travailler en transversalité et puis de s'engager de manière moins, moins abrupte dans la version réglementaire du PCAET. Mais à partir du moment où on a travaillé de manière conjointe, on a forcément élargi le périmètre de travail avec, à l'époque, une méthode en plus de calcul de nos consommations énergétiques, etc., qui était proposée par un tableur qui avait été travaillé à la maille régionale. Donc, on avait des ratios qui nous permettaient de faire nos évaluations en termes de consommation d'énergie par secteur d'activité, que l'on a d'ailleurs utilisé en régie. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de nourrir notre premier plan climat 2013-2018 qui proposait une feuille de route sans forcément avoir des objectifs chiffrés en termes d'autonomie énergétique ou à atteindre. Ces objectifs-là, on se les est plutôt fixés quand on a travaillé sur le PCAET réglementaire 2019-2024. Mais une des interrogations en fait, qui remontaient justement de la part des partenaires que l'on a pu rencontrer pour élaborer ce PCAET, mais c'était quelle évaluation vous faites de votre PCAET précédent. On a été un peu en mal de l'évaluer parce qu'en fait, les méthodes avaient évolué. Donc, les méthodes de calcul pour pouvoir nourrir ce nouveau référentiel n'étaient pas les mêmes. Donc, on a été en difficulté pour pouvoir répondre de manière globale à cette interrogation-là, à laquelle on a pu, mais plutôt de manière sectorisée, sur la question des données réelles finalement d'évolution des consommations d'électricité. Voilà. Donc, partiellement, on a pu répondre, mais globalement, on n'a pas forcément pu procéder à une évaluation telle qu'on l'aurait voulu pour pouvoir remettre un peu en pâture ce PCET. Donc la question du périmètre a en plus complexifié la chose puisque le PCAET, il est réglementaire, il est porté par le PCI. Donc, nous, la communauté d'agglomération doit produire des données dans un tableur réglementaire qui doit extraire finalement uniquement les communes qui sont celles du Grand Narbonne et pas celles du parc. Donc, ça ne rend pas forcément facile, ça complexifie l'exercice, alors que la mutualisation de notre travail Parc et Grand Narbonne, lui, on est convaincu, et nous et le Grand Narbonne, que c'est pertinent parce que ça nous permet d'avoir un plan climat qui est plus robuste, notamment sur le volet adaptation au changement climatique. En fait, toutes les actions qui sont plutôt transversales, notamment liées à la question de la ressource en eau, du risque lié à l'élévation du niveau de la mer, voilà, qui ont une portée transversale, elles sont vraiment renforcées du fait de ce partenariat qu'on a en fait entre le parc et l'agglo. Donc, on se repose ces questions en ce moment puisqu'on évalue notre charte de parc. Et du coup, pour reprendre un peu les grandes questions auxquelles on est confronté aujourd'hui, je les ai reprises sur la diapo d'après, Anne, si tu veux bien. C'est cette question du périmètre. Où voilà, l'évolution de ces périmètres, elle est complexe. Souvent, les données elles sont aussi produites à la maille de l'EPCI.
Nous, on est composé d'un territoire qui est à cheval sur 3 EPCI, donc il faut qu'on recompose en fait notre donnée. Alors quand elle existe à la maille communale, ben, on fait l'exercice, ça prend du temps, mais on peut le faire. Il y a parfois des sujets sur lesquels on a la donnée. Voilà, j'ai illustré la question de l'éolien terrestre. Comme on travaille sur ce sujet-là depuis longtemps, on a des bases de données, on a cette connaissance-là qui nous permet de montrer en fait à nos élus notamment où est-ce que l'on en est de l'évolution de l'éolien sur notre territoire par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés à horizon 2030. Et d'ailleurs, on a expérimenté des nouvelles formes on a joué un peu avec Excel pour expérimenter des nouvelles formes d'affichage sous forme de baromètre pour avoir une idée aussi de où est-ce qu'on se situait par rapport à l'objectif 2030 tel qu'on se l'est formalisé dans le cadre du PCAET. Notre objectif, 2050, c'est d'être territoire à énergie positive sur l'ensemble du périmètre parc et Grand Narbonne. C'est un peu plus compliqué chez nous que dans les grands causes parce qu'on a quand même des industries grosses consommatrices d'énergie, on a un territoire assez attractif. Donc, bon, voilà, on est même plutôt dans des tendances en termes d'évolution de la consommation d'énergie qui montrent qu'il y a un gros enjeu à se mobiliser encore plus fortement sur le sujet. Mais bon, voilà, les évolutions tendancielles, elles nous permettent aussi de se dire, bah, attention, là, on a des objectifs, on a intérêt à mettre les bouchées doubles si on veut y arriver. Et l'exemple de ce type de baromètre, comment ça peut servir aussi l'inflexion de l'action, on l'a fait aussi sur le solaire en ayant une vision de voilà, le développement du solaire sur notre territoire par rapport à 2030, comment on se situe. Finalement, la jauge, elle est pas trop mal, quoi, hein. On arrive à 40-50%. Sauf que si on dissocie le solaire au sol et le solaire sur le bâti, la jauge du solaire sur le bâti, elle chute complètement à 14% par rapport à l'objectif qu'on s'est donné à l'horizon 2030. Et du coup, ça mobilise aussi. Et quand on a présenté ça en comité de pilotage là, sur l'animation de notre charte qualité ENR, clairement, les élus ont dit « Ah oui, il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir dynamiser en fait, le développement du solaire sur le bâti ». Bon, voilà. Donc, on utilise finalement des indicateurs de manière peut-être plus sectorisée, parce que sur une échelle de périmètre, celui-ci ayant changé, c'est un peu plus compliqué pour nous d'avoir les données. Bon, on a la chance depuis quelque temps d'avoir un observatoire régional qui produit une donnée consolidée qui nous permet d'avoir une évolution tendancielle en fait, depuis 2013-2014. Donc, le parti pris que l'on prend par rapport à l'évolution de notre action entre 2010 et 2020, c'est d'être plutôt sur une analyse d'une dynamique d'évolution. En fait. Quelle est la dynamique d'évolution par secteur d'activité, par exemple? Quelle est la dynamique d'évolution sur les énergies renouvelables? Et puis surtout, un travail sur l'analyse de la dynamique d'acteurs. En fait, en 10 ans, on a vraiment vu une amplification en fait, à la fois du nombre d'acteurs présents, du nombre de compétences aussi qui sont prises par des acteurs qui n'étaient pas présents auparavant. Et du coup, c'est aussi un sujet d'évaluation pour nous parce que ça, derrière, pose la question de quel rôle demain pour le parc sur ce sujet lié à l'énergie et au climat. Comment on réinvente en fait notre plus-value et notre posture sur ces sujets-là où on était très lié à l'énergie en fait initialement et où progressivement on tend plutôt à apporter nos compétences sur des sujets liés par exemple à la pollution lumineuse pour intégrer les enjeux de biodiversité et où on nous attend finalement vraiment plus sur ces dynamiques-là. Voilà, qui correspondent aussi à ce qu'on a pu apporter en termes de compléments sur le volet adaptation au changement climatique du PCAET, quoi. Et le volet adaptation, du coup, s'évalue probablement un peu différemment que d'un point de vue des éléments quantitatifs. Voilà, c'est un petit peu les réflexions qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui, quoi. Donc, plein de questions, en fait. Merci, merci Tiffaine. C'est vrai que c'est un territoire, en termes d'adaptation, vous êtes tellement à fleur d'eau que la question, elle est vraiment importante. On voit plusieurs choses qui sont importantes, à la fois l'utilisation des chiffres, les questions dynamiques. Et alors, comment sur le Vercors, finalement, comment ça a pu se passer? Puisque là, c'est pareil, on a aujourd'hui un élargissement finalement du travail du Vercors avec une grosse métropole qui est
qui est à côté. C'est un territoire qui est parti aussi très tôt. Donc, qu'est-ce que ça donne l'évaluation sur le territoire du Vercors? Alors effectivement, moi je suis assez impressionné par la finesse des indicateurs d'Alexandre. Nous, on n'en est pas à ce stade-là. Alors, Mais Emmanuel me l'avait dit au départ, hein, il était embêté par mes questions au départ. Mais voilà, nous, on s'appuie sur le processus de révision de la charte du territoire. Donc, on avait une charte 2008-2020, donc on vient d'en faire l'évaluation, puis on est en pleine révision de charte pour la période 2023-2038. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, dont j'ai parlé tout à l'heure, de 55% qui était fixé en 2008 pour cette charte-là, on peut dire qu'on l'a atteint et c'est bien par voilà, le suivi d'indicateurs qu'on peut le dire, puisqu'aujourd'hui on a un taux d'autosuffisance à 66%. Alors bien sûr, on intègre chez nous l'hydroélectricité sur le territoire, qui, je le précise, contrairement peut-être à d'autres territoires, et de l'hydroélectricité 100% Vercors et fait partie vraiment de l'histoire de ce territoire aussi, et c'est pour ça qu'elle est intégrée dans cette démarche. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de montrer que sur la conso, par exemple, on est sur un rythme aujourd'hui, enfin les 10 dernières années, on était sur un rythme de 4% de réduction par an. Et sur la production ENR, plutôt de 6%. Donc par rapport aux chiffres qui étaient cités sur les grands causes tout à l'heure, effectivement, on n'est pas à l'échelle, et surtout à l'échelle de ce qu'on s'est fixé sur la nouvelle charte. Et donc c'est intéressant parce que ça permet effectivement de mobiliser davantage, de légitimer certaines politiques, notamment en matière d'énergie renouvelable, puisque sur le TEPOS, enfin sur la nouvelle charte à l'horizon 2038, on s'est fixé un objectif TEPOS. Donc ça veut dire que là, il faut qu'on soit à moins 30% sur la conso en 15 ans, et à des ambitions très fortes sur le bois énergie x2. Ça, c'est pas forcément quelque chose de très, enfin c'est quelque chose de possible pour moi. Par contre, voilà, sur le photovoltaïque et puis sur l'éolien, c'est par contre des choses qui sont assez ambitieuses. Mais en tout cas, on peut comparer tendance et ambition. Alors, c'est pas pour ça que ça amène des millions d'euros et des élus très mobilisés sur ces questions, mais en tout cas, on a les données et on a la capacité d'expliquer qu'il faut changer de braquet et aller plus loin, quoi. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a la chance aussi, Tiffaine en a un peu parlé, nous on a la chance d'avoir un observatoire régional de l'énergie et du climat en Auvergne-Rhône-Alpes qui est assez performant là-dessus depuis pas mal d'années. Par contre, avec des décalages dans les données, effectivement, Anne, tu en parlais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, à 2021, on a des données de bilan de conso de 2018 et de production UNR de 2019. Donc voilà, il faut jongler aussi un peu avec ces chiffres. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ces outils puisqu'on a un suivi assez détaillé des consos par secteur résidentiel, transport, etc. Et puis des productions, alors parfois à nuancer et à corriger un petit peu en fonction de la situation des territoires. Mais c'est vrai que l'observatoire régional, je crois qu'il est décliné sur d'autres régions maintenant, apporte quand même pour ces exercices, c'est un outil vraiment intéressant, quoi. Peut-être juste sur l'observatoire, je fais juste une Oui. incise. Le meilleur, c'est sans doute celui qu'il y avait sur l'Alsace, qui maintenant doit fonctionner sur la région Grand Est, puisqu'en fait, quand ils changeaient leur méthode, ils refaisaient tous les calculs des années précédentes avec la nouvelle méthode. Donc, mais ils avaient 3 personnes à plein temps qui faisaient que ça sur la région Alsace, qui avait que 2 départements à l'époque. Et ils étaient à la maille communale. Et c'est aussi la seule région où, à l'époque, on avait un travail qui était commun au sein d'une conférence régionale Air Énergie qui a rajouté le climat après, entre l'Adréal, l'ADEME et puis la région. Et on avait vraiment, enfin moi c'est le plus bel exemple d'observatoire, et ils ont essayé de former les autres, donc on n'est pas trop mal en Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est vrai que pour moi ça reste le summum de l'observatoire ce qu'ils faisaient. Du coup, tu veux que je passe à la suivante? Bon. Oui, simplement juste dire que dans le processus de révision de charte, on a aussi bien sûr un gros travail de concertation et d'atelier. Donc, c'est aussi l'occasion d'avoir une évaluation qui est un peu plus qualitative par thématique. Nous, on travaille évidemment sur plein de thématiques différentes, mais c'est aussi l'occasion de partager avec habitants, acteurs sociaux pro, etc., l'évolution du territoire
le chemin qu'on a suivi et celui qu'on veut suivre. Donc, c'est des temps aussi assez forts en matière d'évaluation. On peut peut-être passer à la suite, mais qui pose plus de questions hein, qu'il n'apporte de réponses, et qu'on a un contexte qui est tellement qui est vraiment mouvant, donc ça va reposer les questions de l'évaluation. C'est ce périmètre. Alors, je ne parlerai pas de nouveau périmètre parce qu'on travaille toujours chacun à une échelle, à notre échelle. Hein. La métropole de Grenoble a aussi un historique assez long sur les questions d'énergie, donc c'est pas juste en le décidant aussi hein, qu'en un an ou deux, on a une démarche commune. Hein. La métropole de Grenoble, c'est 400 000 habitants, c'est une grosse zone urbanisée. Elle a d'autres voisins aussi, d'autres territoires ruraux autour d'elle. La situation est peut-être un peu différente par rapport à la Narbonnaise, où on sent qu'il y a un lien très fort, bilatéral finalement. Nous, on a plein de voisins en tant que Vercors, et la métropole a plein de voisins aussi ruraux dans lesquels elle va chercher de la ressource renouvelable, que ce soit du bois, de l'hydroélectricité ou pourquoi pas de l'éolien. Donc on voit que la relation bilatérale, elle n'est pas toujours évidente aussi entre territoires, mais en tout cas, voilà, on a progressé de ce côté-là, au moins en partage d'indicateurs et en démarche d'évaluation. On a aussi à réfléchir avec les intercos, puisqu'elles se sont dotées aujourd'hui quasiment toutes de politiques énergétiques et de chargés de mission sur ces questions, donc d'imbriquer aussi les évaluations avec les Comcom. Et puis nous, on a un positionnement un petit peu nouveau aussi, ça fait un peu écho aussi à ce que disait Tiffaine, c'est que avec l'évolution des compétences, on est de plus en plus sur des projets où on met en avant les valeurs PAC, donc c'est-à-dire les questions de transversalité, qui débouchent du coup pas nécessairement sur des kilowattheures ou des tonnes de CO2, mais qui sont des projets qui ont d'autres dimensions. Et là, je citerai bien on a parlé de pollution lumineuse, nous on porte un projet de réserve internationale de ciel étoilé. Donc c'est vraiment une démarche globale où on est sur des questions d'éclairage public avec des économies d'énergie à la clé, mais aussi avec des questions de trame sombre, de préservation de la biodiversité, d'éducation à l'environnement, etc. Donc tout un tas de choses qui finalement ne se chiffrent pas nécessairement en kilowattheures. Et puis voilà, cette dynamique aussi, cette dynamique citoyenne, c'est aussi des dispositifs qu'on doit amplifier, qu'on doit amener aussi dans ces démarches d'évaluation, où on a là aussi des kilowatts installés, des kilowattheures produits, mais qui amènent bien d'autres choses sur le territoire en termes de dynamique. Donc à impliquer aussi dans ces processus d'évaluation. Ils en sont souvent un peu éloignés, donc il y a aussi un enjeu de ce côté-là. Et puis je rajouterai pour terminer peut-être la dimension avec la métropole de Grenoble, un peu comme l'a déjà acté les grands causes, mais nous, on n'en est pas encore là, mais c'est bien l'idée de fond, hein, c'est de dire on peut aussi produire pour les autres, puisque dans le croisement des courbes, nous, on serait plutôt à l'horizon 2038. Donc ça veut dire que d'ici 2050, on pourrait être aussi en capacité de produire pour les territoires urbains à proximité. Et on commence à le faire, notamment sur la réflexion sur l'éolien, où la métropole a de l'ingénierie, a des opérateurs publics privés du type Gaz Électricité de Grenoble, qui est une société d'économie mixte qui fait du développement de projets. Donc c'est comment on travaille aussi en lien avec ses voisins sur des projets sur notre territoire, avec un apport d'ingénierie, un apport de capitaux aussi évidemment, et pourquoi pas un apport croisé aussi d'investissement participatif. Donc voilà, on est en pleine réflexion sur ces questions-là aussi, et cette relation urbain-rural sur ces questions. Merci Emmanuel. Alors, on a une question qui est de Hélène qui nous demande si les élus sont plus sensibles aux milliers d'euros économisés qu'aux tonnes de CO2 évitées. Alors, j'ai envie de répondre que déjà, pour que les élus se rendent compte, souvent on ne se rend pas compte de la part de l'énergie dans le budget d'un territoire. On est en millions d'euros, voire en dizaines de millions d'euros sur l'énergie qui est achetée, qui est consommée. Et souvent,
c'est pas chiffré. Donc, même si c'est pas dans le décret réglementaire du plan climat, nous, c'est des choses qu'on essaye de chiffrer à partir des consommations par secteur et par usage. Et souvent, les gens découvrent que on est en dizaines de millions d'euros qui partent chaque année dans les consommations. Donc, du coup, ça permet sans doute de les sensibiliser aux questions d'économie d'énergie, de sobriété, d'efficacité. Et ensuite, il y a des élus qui vont être plus sensibles, qui vont aussi être sensibles aux tonnes de CO2 évitées, mais évidemment, ils vont être sensibles aux milliers d'euros qu'ils vont économiser. Typiquement, c'est l'éclairage public, mais aussi à ce qu'ils vont devoir investir, et puis aussi aux ressources humaines qu'il faut qu'ils mettent et qu'ils financent. Et souvent, on bute sur cette question de comment est-ce qu'on finance les postes. Et ce que je vois, c'est aussi, voilà, Alexandre, il a dit tout à l'heure, j'étais tout seul, et maintenant on est 7 à travailler sur ces questions-là. À mon avis, ça veut bien dire effectivement que les élus l'ont pris en compte maintenant. Du coup, je ne sais pas si vous voulez compléter sur cette réponse-là. Après, comme tu as dit, Anne, tout dépend des personnes que tu as en face, mais tu as des gens qui vont être sensibles au kilowattheure, d'autres aux euros, d'autres au CO2, d'autres sur l'éclairage public. Moi, j'ai fait des conseils municipaux, j'y vais avec des temps de retour sur investissement, et puis en fait, ils me parlent d'étoiles et de biodiversité. Tu amènes des fois des projets photovoltaïques dans des communes qui sont à peine rentables, mais c'est pas grave, les élus, ils ont envie de le faire juste pour montrer qu'ils ont fait. Donc, il faut avoir sa palette d'arguments. Il y a plein d'arguments derrière les actions. Et puis après, ils vont être plus ou moins sensibles à tel ou tel argument. Et c'est pas toujours les euros qui décident. Et puis, ouais, juste pour compléter sur l'ingénierie, effectivement, c'est des budgets à mettre en place par les collectivités sur l'ingénierie. Nous, on va de plus en plus les chercher dans les communautés de communes, à la différence peut-être d'autres territoires les Comcom sont montées en compétences. Nous, elles ne sont peut-être pas forcément montées en compétences. Par contre, elles nous ont confié des délégations de compétences qui nous a permis d'aller y chercher des moyens derrière pour la mise en œuvre des actions. Et même au niveau national, je pense qu'on n'a jamais été autant sur l'ingénierie qu'aujourd'hui. Alors, c'est certainement pas assez encore. C'est sûr, mais même dans les parcs, la plupart des parcs ont des missions énergie à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Donc, ça va quand même dans le bon sens, quoi, même si ce n'est pas suffisant. On a une autre question qui nous demande si on peut donner un indicateur lié aux euros économisés par l'éclairage public. Il faudrait qu'on regarde, je n'ai pas le chiffre en tête comme ça. Tu ne l'as pas, Étienne ? Peut-être il y a une moyenne qui doit être à 10-15 euros d'éclairage public par habitant en France. Encore plus sur les territoires très ruraux. On peut monter, nous, à des communes à 20-25. Par exemple, une coupure en milieu de nuit, c'est de minuit à 6 heures, c'est divisé par 2 la consommation. Donc, je ne sais pas, une ville de 10 000 habitants à 15 euros du mètre carré, 150 000 euros, une coupure, c'est 75 000 euros d'économie par an. Ça paye un poste largement. Donc, ça paye largement un poste. Ouais. Donc ça, c'est en fait aussi toute la question de la rente, de tout ce qui est économie d'énergie. Si on arrive à convaincre les élus et les services qu'il faut partager cette rente, c'est la ville de Besançon qui fait ça très bien. Là, on est vraiment gagnant-gagnant. Après, sur les indicateurs liés à l'éclairage public et ramenés à l'habitant, nous, on a régulièrement quand même le débat de savoir quel ratio on prend en compte au niveau des habitants. Est-ce qu'on considère du coup la fréquentation touristique estivale ou pas? Et ça reste après, ouais, mais du coup, ça reste un sujet qui potentiellement peut être sensible quand on quantifie finalement la dépense d'éclairage public, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, puis je voudrais rajouter une petite nuance aussi, pour revenir sur l'indicateur CO2, on en parlait là, peut-être aussi être un peu nuancé dans les indicateurs. Nous, on s'est rendu compte là récemment, on essayait de faire la démonstration que nos petits élevages extensifs de bovins en montagne étaient très vertueux d'un point de vue carbone. Et en fait, c'est extrêmement difficile à démontrer. Par contre, évidemment, ces élevages ont plein d'autres plus-values. C'est un entretien de l'espace, c'est de l'emploi sur le territoire, etc. Donc les indicateurs trop monospécifiques, j'allais dire, trop centrés, et là en l'occurrence sur le CO2, peut-être à s'en méfier et à bien regarder tout ce qu'il y a autour des actions aussi et d'autres indicateurs qu'on peut aller mobiliser, quoi. Oui,
quand on ne peut pas être que énergie, on est forcément multithématique. Et c'est aussi l'intérêt de travailler sur les questions énergétiques, c'est qu'en fait, on travaille aussi sur comment fonctionne un écosystème au sens global avec toutes ces activités. Puis on a une question un peu générale. Monsieur Jérôme Blanc, comment expliquez-vous que les PNR soient souvent plus dynamiques dans l'animation de ces politiques? Alors, moi, j'ai une petite idée, je peux commencer pour vous laisser réfléchir, mais moi l'impression que j'ai, c'est que déjà, il y a la Fédération des parcs qui est impliquée là-dessus, qu'il y a l'habitude de partager entre parcs avec des réunions, qu'il y a un travail qui a démarré depuis longtemps, que ça fait finalement partie des choses qui sont intégrées dans l'ADN de certains parcs, et puis que les parcs fonctionnent aussi au projet, vont chercher les budgets pour. On a parlé de projets européens comme Alcotra, par exemple, pour financer des choses, ou dans le réseau TEPOS. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter. Moi, je veux bien compléter sur un volet Oui. peut-être innovation. On est sur des Oui. missions qui se renouvellent en fonction justement des nouveaux enjeux. Moi, je suis en poste depuis longtemps, mais sans lassitude parce que justement, les sujets en fait sont en renouvellement et je crois beaucoup au fait que, que les sujets que l'on traite, si ils nous passionnent aussi, ça nous permet forcément de générer de la dynamique autour de ça, quoi. Donc, bon, c'est un élément de réponse parmi d'autres, quoi. Emmanuel, Alexandre? Oui, peut-être que je prendrai l'antériorité aussi, ce que tu disais, Anne, c'est-à-dire que voilà, c'est des sujets sur certains territoires qui sont traités depuis longtemps. Et puis finalement, peut-être que l'absence de compétences au sens collectivité, quoi, c'est-à-dire qu'on n'a pas de compétences propres, nous amène à nous poser peut-être davantage de questions que les EPCI plus classiques, qui sont plus sur des missions déchets, eau, etc. En tout cas, ça explique l'antériorité. Maintenant, il y a une compétence qui est bien partagée sur beaucoup de PCI, mais voilà, ça expliquerait qu'on a commencé ce travail sur ces questions peut-être avant certaines interco, quoi. Oui. Du coup, je continue. Alexandre, c'est bon pour toi? Alors, comment est-ce qu'on peut continuer justement sur ces questions d'évaluation, de retour d'expérience? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Alors, moi, j'avais beaucoup espéré tout ce qui était l'open data. Je crois que Étienne pourrait nous raconter ses allers et retours dans l'open data pour essayer d'avoir les données pour faire du plan climat ou du TEPOS, etc. Le problème, on les a déjà évoqués en partie, les données ne sont pas forcément suffisamment récentes, il faut qu'elles soient partagées, on doit gérer le secret statistique, on a la question des périmètres qui se chevauchent. Voilà, donc autant je pense que c'est intéressant de travailler au-delà de la maille communale, autant pour les données, on en revient souvent à la maille communale. Et moi, j'ai l'impression que ce qui va nous permettre de nous améliorer, c'est l'apport de demandes extérieures, en fait, qui fait qu'on va aller chercher les informations. Tout à l'heure, il y en a qui ont parlé des TEPOS, des TEPCV, etc. Le renouvellement des plans climat va faire qu'on va aller chercher des informations, le renouvellement des chartes. Et puis, je voulais juste faire un focus sur le label climat, air, énergie, parce que là, on est dans un processus en fait qui se présente comme un processus d'amélioration continue, à la différence de ce qu'on a présenté jusque-là. C'est l'ancien label Citergie qui a changé de nom, qui est devenu climat, air, énergie, donc qui est porté par l'ADEME, qui est le porteur national de ce label, qui est la déclinaison d'un label qui est porté au niveau européen par différents pays. Et donc, on est sur un processus qui est un processus de 4 ans, où on a un engagement volontaire, et là on retrouve des choses en fait qui sont assez similaires à ce que font les parcs. Les collectivités, elles s'engagent volontairement dans ce label. Elles doivent s'organiser en mode projet, donc en transversalité. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que ça amenait à travailler en transversalité, on n'est pas en silo. On fait un état des lieux qui correspond finalement à la photo du plan climat. On définit une politique, on la met en œuvre, et puis à un moment ou à un autre, on peut ou pas demander la labellisation. Et donc, au moment où on demande la labellisation, on va voir finalement où on en est, ces petits graphiques voilà, qui sont présentés comme ça. On va voir les points forts et puis via le programme d'action, via les recommandations de l'ensemble des acteurs du label, on va voir comment on peut s'améliorer. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui nous permet de rentrer dans un cercle vertueux où on va pouvoir améliorer la politique et qui porte des fruits. On commence à avoir maintenant suffisamment de retours en France
puisque ça fait plus de 10 ans que l'ADEME porte ce label pour la France. Et alors, c'est vraiment les premiers chiffres qu'on a réussi à tirer de toute la base de données qu'on a derrière le label climat, air, énergie. C'est que sur une période de 4 ans, sur 2 cercles Citergie, on économise en moyenne sur 37 collectivités qui sont impliquées dans le label à peu près 1,6 tonnes de CO2 par habitant et par an, ce qui nous ferait à peu près 10 millions de tonnes qui auraient été économisées sur ces 37 collectivités. Alors, ça reste un chiffre qui n'est sans doute pas dû qu'au label, hein. Il y a sans doute toutes les autres politiques qui ont dû jouer, mais je trouve que après les conclusions qu'on a eues à la dernière COP et tout ce qu'on voit passer, je trouve que c'est plutôt des chiffres qui sont encourageants de se dire que quand on se donne les moyens d'évaluer, on s'améliore en chiffres, on le voit avec les grands COS, mais on s'améliore aussi humainement dans le relationnel, dans la manière dont on informe, dans la manière où on communique entre les territoires. Et moi, je trouve que c'est des points qui sont vraiment, vraiment importants. Donc, il y a plus de questions ouvertes, on arrive au temps que la PCC nous avait donné. Une conclusion qui est complètement provisoire, hein, c'est si vous avez envie après de continuer à partager vos expériences, de nous verser des choses pour consolider la base de données, ben nous on est évidemment preneurs et on est preneurs aussi de la partager si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'il y a dedans. Il y a eu des questions qui demandaient comment on évaluait. C'est soit des choses qu'on a suivies, soit des choses qu'on est allé chercher dans la littérature. Et puis je pense que pour les parcs, c'est pareil. Si Fanny nous autorise à avoir une ou 2 phrases de conclusion, déjà moi je remercie Allez-y, nos allez-y, 4 il est intervenants. 26, il n'y a pas de problème. Super, merci. Je remercie les 4 intervenants parce qu'on a fait ça évidemment rapidement et un peu à l'arrache forcément. Et en plus, je vous remercie vraiment, on a réussi à tenir le timing, vous avez vraiment été super. Alors, je sais qu'il y en a qui sont de grands bavards par ailleurs, donc merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore dire quelque chose pour nos participants. Et puis, merci aux participants qui seront restés jusqu'au bout avec un horaire qui commence à tarder, surtout qu'on est en novembre, donc il fait vite nuit.